Bonsoir et bienvenue dans Cinéma Mon Amour, émission estivale sur les 10 ans de Cinéma Mon Amour. Nous sommes le 14... Non, nous ne sommes pas le 14. Si, nous sommes le 14 août. Et c'est la 353e. Donc, comme je le disais, émission estivale spéciale 10 ans d'amour, 10 ans de passion, 10 ans de mauvaise foi. Et on va en avoir ce soir. Et 10 ans de cinéma. Nous allons revisiter avec mes invités la décennie 2000-2009 et pour m'accompagner ce soir, alors ça ne sera pas dans l'ordre d'arrivée, on est bien d'accord, hein, Samir Boualeg qui a trouvé le chemin du studio et je dois dire vraiment bravo à toi. Bravo, tu commences fort. Oui, c'est madame qui m'a demandé d'être gentille. Ensuite, nous avons Nicolas Paban. Merci Nico d'être présent. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Nous avons un habitué puisque nous avons Paul du Ciné-Étoile. Bonsoir. Comment ça va, Paul ? Ah bah très bien. Et ce soir, nous avons un revenant qui était venu au mois de juillet et je ne l'ai pas assez embêté, je ne l'ai pas assez titillé. C'est Rémi de la merveilleuse émission La Bande des Comics. Merci. J'aime bien qu'on me compare à Leonardo DiCaprio, le revenant magnifique. Merci. Ah non, j'étais pas du tout là-dessus. Ah mais c'est dommage, d'accord. Non, mais okay. sinon c'était très très bien. Je ressens plus à l'ours alors. Non. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci à tous les quatre d'être venus pour fêter quelque part mon anniversaire. Je sais que je ne fais pas mes 10 ans. C'est un plaisir de vous recevoir et puis surtout que vous ayez répondu présent parce que en général quand vous venez parler, c'est ou pour parler on va dire de votre actualité. Je parle pour les deux réalisateurs parce que nous sommes entourés de deux réalisateurs. Hein. Samir et Nicolas sont deux très grands réalisateurs. Je suis d'accord. En tout cas pour Samir. J'étais d'accord pour Nico, moi. Eh ben voilà. Et en général, Paul y vient pour parler, on va dire, de son cinéma qui est basé à Sifour, le Ciné-Étoile. Et Rémi, c'est une nouveauté, puisque toi, tu as ta propre émission sur Radioactive. Ouais, c'est ça. Nous, on parle de bande dessinée, c'est pour les enfants, donc là, je suis avec des grandes personnes. T'es avec des adultes, enfin adultes. Quasiment tout le monde autour de toi est adulte, sauf une personne, je te dirai pas qui, tu verras avec le temps. Ça va, Samir ? Très bien, et toi ? Oui, je vais le taquiner, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et c'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous. J'avais compris que c'était un piège. Oui, madame m'avait prévenu. Nous allons commencer, comme je vous disais, on va parler de la décennie des années 2000-2009 et on va commencer avec Samir qui va nous donner son premier film. Alors comme je le disais lors des précédentes émissions, le but du jeu, c'est pas forcément de nous donner le meilleur film de cette décennie, c'est vraiment de parler de votre film, le film qui est peut-être pas forcément bon, peut-être un peu moins bon, voire mauvais. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le film qui vous a plu, que ça soit au niveau du jeu de l'acteur ou au niveau du twist, ou en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui vous a titillé ? Qu'est-ce qui te titille, Samir, pendant cette décennie ? Alors, cette période-là, je me souviens, la première chose qui me vient, le premier film qui me saute aux yeux, c'est un film des frères Cohen. Alors déjà, on aime tous les frères Cohen, j'imagine. Toi aussi ? Oui, non ? Oui, évidemment. J'ai eu des doutes. Mais cela étant, je suis tombé sur un film que je suis allé voir au cinéma qui s'appelle No Country for Old Men, qui est pour moi le plus grand chef-d'œuvre des frères Cohen. Voilà. Pour moi, c'est leur plus grand film. C'est vraiment l'aboutissement d'un univers où tu retrouves vraiment tout leur cinéma dans un seul film, d'autant plus que c'est une histoire qui est tirée d'un roman de Cormac McCarthy, que j'admire beaucoup. Alors peut-être que je ne suis pas objectif, hein, c'est pour ça que le film m'a plu, mais dans tous les cas, voilà, c'est mon premier film. Après, attention, en général, ce que l'on dit, c'est les films sont, quand ils sont inspirés ou en tout cas tirés d'un livre, l'adaptation en général, il est dit que c'est difficile, l'adaptation. C'est vrai. Et là, donc tu as lu le bouquin ? J'ai lu le bouquin, j'ai vu le film et je sais que McCarthy a travaillé avec eux sur le scénario. C'est peut-être pour ça que la qualité est là. Voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours une adaptation. De toute façon, un livre, c'est pas quelque chose qu'on peut littéralement refaire en film. C'est deux médiums qui sont complètement différents. Et le but est vraiment d'arriver à faire quelque chose avec d'un médium à l'autre. Voilà. Moi, je garde en mémoire quand même le méchant, Javier Bardem. Oui. C'est un des plus grands méchants de l'histoire. On a créé un méchant. On pouvait penser à Nicholson dans Shining ou dans plein d'autres films où on a des méchants cultissimes. Ouais. Là, Javier Bardem, pour moi, est absolument divin. D'ailleurs, il a été oscarisé, je crois. Oui, tout à fait. Oscar du meilleur second rôle. Exact. Autour de la table, le film, il parle à quelqu'un ? Ah oui, c'est un beau film, ouais. Ah oui, c'est bien. Oscar du meilleur film aussi. Oui, tout à fait. Rémi ? Pas vu.
C'est un film d'adulte, oui, Ouais, excuse-moi. C'est pour ça. Non, s'il n'y a pas de dessin animé, moi, je suis pas client. Après, il faudra le voir en plein milieu de la journée parce que par moment, tu peux avoir un petit peu peur, mon oui, petit. non, là, par contre, moi, c'est les films qui font peur, c'est à 14h, sinon Sans rire. je dors pas de la nuit. En tout cas, c'est un très bon film, très bon choix, agréablement surprise. Merci, enfin. Merci Samy pour ce film. Nico, Oui. excuse-moi de te déranger en Tu me pleine. déranges pas, absolument pas. Alors moi, je vais commencer par un chef-d'œuvre absolu. C'est Mulholland Drive. Oui, Ah ouais. Oui, de David Lynch. Ouais. c'était dans ma liste. Il était dans le mien aussi, j'imagine que évidemment. C'est dans la liste de peut-être tout le monde. Peut-être. Ouais, Oui. j'ai l'impression. Mm. Non, pas de Rémi. Je suis le mauvais élève ce soir, je suis le vilain petit C'était- canard. C'était pas assez enfant en fait. C'est pour ça. Non, c'est pour ça. Ah non, c'est pas. S'il n'y a pas enfant de du licorne, tout. moi, je regarde pas. Quoi. Non, mais Non, il y c'est a- bien aussi les univers différents. Et attention, les films de Lynch sont difficiles, ils sont âpres. Ils sont âpres, mais Mulholland Drive, il a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il est beau. Il est agréable à regarder. Oui. C'est à la fois un rêve et un cauchemar. Et avec une musique magnifique. Voilà, donc avec un coup de maître, pour le coup, c'est de nous captiver tout le temps et en plus de faire en sorte que on n'arrive pas, c'est un film un peu puzzle et on n'arrive pas à reconstituer les pièces. Quand on essaie de faire tenir debout le film avec notre cerveau, on va dire, c'est-à-dire de comprendre comme on a l'habitude de comprendre les choses, on n'y arrive pas. Il y a soit des pièces en trop, soit il manque des pièces. On n'arrive pas à avoir une explication rationnelle, donner une explication, et c'est très bien parce que c'est ce qui fait la magie de ce film. Et voilà, puis ça parle de plein de choses, d'amour, de jalousie. Voilà, c'est très bien rendu et c'est très beau. C'est ce qui fait aussi la particularité, on va dire, de ce cinéaste, c'est que ses films, ce sont des puzzles à Oui. part entière. Alors moi, c'est vrai marque que de fabrique. Hein. c'est sa marque de fabrique. Alors c'est vrai que Mulholland Drive fait partie de mes films préférés. J'ai une petite préférence pour Lost Highway, mais qui est sorti un petit peu plus tôt. Oui. Plus radical, encore. Et il est encore un peu plus âpre, mais Plus rock. il est plus rock. Enfin, à chaque visionnage de ce film-là, en tout cas, je découvre des choses. Et c'est vrai que Mulholland Drive, juste après ce film-là, je l'ai trouvé beaucoup plus linéaire, facile à suivre. On parle un petit peu de ce duo d'actrices absolument incroyable. Oui, Naomi Watts Ouais, et Laura Haring. ouais, qui sont incroyables. Oui. Enfin, en tout cas, très très bon film. J'adore. Avec plein de scènes immenses, quoi. Notamment celle du café, je ne sais pas si tu te Oui. souviens. C'est un artiste à part entière. Et c'est vrai que chaque plan pourrait être un tableau. Et chaque détail du tableau nous permet à une meilleure compréhension du film, en tout cas de l'intrigue générale du film. Et c'est ce que j'aime, moi, dans ce cinéma-là. C'est un puzzle géant, quoi. Oui, en fait, c'est un film qu'on comprend quelque part avec ses tripes, mais pas avec sa tête. Ouais. Et je te dirais même, c'est qu'en fonction de la période à laquelle tu le regardes, à des périodes différentes, tu vas avoir une perspective, ou en tout cas une appréhension du film différente. En tout cas, c'est ce qui me concerne. Ouais, c'est ce qu'on ressent. On sent que David Lynch est surtout un plasticien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ressentis au niveau du son, de l'atmosphère. Il y a quelque chose de pesant qui appuie on est mal le à film. l'aise. On est mal à l'aise et en même temps, on a envie d'y rester. C'est ça qui est étrange avec David Lynch. Il arrive à venir nous. C'est pas un film où on s'installe et il fait travailler son spectateur en tout cas. Et en tout cas, il nous met. On n'est pas passif, on est plutôt actif. Et donc du coup, c'est Paul, ce film. C'est une merveille ce film. Ah, ouais. C'est tout un univers et tu l'as très bien dit. Ça passe aussi par le son, l'atmosphère du film et la photographie du film Ah oui, aussi. non, là. Elle est remarquable, la photographie. C'est tout en fait. La mise en scène, Ouais. le jeu. Et, Est-ce qu'on t'a donné envie de le voir, Rémi? Bien sûr. Non mais là, moi il y a un week-end de 4 jours, mais je ne vais faire que regarder les films. Non, mais c'est très sincère, bien sûr. Bon, Mais c'est vrai. No Country for Old Men, oui, j'en ai entendu parler, mais si on peut pas tout regarder, donc ça Oui. fait partie des. J'aimerais être à ta place parce que tu vas les découvrir. Et puis il y a un Ah, moment c'est aussi génial. pour les Pour découvrir, pouvoir pour les les regarder. redécouvrir. Ah oui, moi, respect. Ouais, c'est des choses qui en plus tu vas
tu vas te le prendre en fait dans le buffet, que ça soit l'un ou l'autre. Hein. Ça va être des expériences. Par contre, après, il faut plus rien faire. Tu vas rester, on va dire, un petit peu en période sur ton canapé en digestion. En digestion. Non, mais comme un homme, donc c'est bon. Je sais, je Tu vas maîtrise. faire une sorte de burn-out, mais t'inquiète. D'accord. C'est normal. Ouais, c'est normal. Merci Nico pour ce sublime film. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'en parler. C'est de rien. Paul. Eh ben moi, je vais parler d'un film Je vais rester dans la légèreté, bien sûr, des films. Un film de 2006, qui est un film remarquable, de Alfonso Cuarón, Les Fils de l'Homme, adaptation d'un roman, avec un Clive Owen, une Julianne Moore et surtout un Michael Caine qui est remarquable dans le rôle de ce vieux fou un petit peu hippie qui croit en la terre, qui croit encore en l'homme. C'est un merveilleux récit en fait, plein d'humanisme. Sur la natalité aussi. Moi, ce qui me reste en mémoire, c'est le générique de fin aussi. Il n'y a pas de musique. C'est une cour de récré d'enfants. On reste scotché sur ce film-là, quoi. Il est là encore une fois. Vous envoyez du lourd là quand même depuis le début de l'émission. Il va falloir que tu fasses ouais. Non, mais en tout cas, le film est très très bon. Ouais. Et je pense Clive Owen, je pense qu'il n'a pas eu de film au-delà de cette performance-là, en tout cas, de mon point de vue. Dans ce rôle-là, non. On n'a pas eu d'autres grands rôles. Il a fait quoi déjà, Clive Owen ? Il a fait Le Roi Arthur, il a fait un film, il a fait le film où il jouait le rôle d'un braqueur de banque. J'ai le titre, mais en tout cas, moi je le garde dans ce film. Inside Man. Exact. Ah oui. Merci beaucoup, Paul, pour ce film un peu aussi difficile à digérer, encore une fois. S'il te plaît, Rémi, sauve-nous. Alors, je vais parler un petit peu de bande dessinée. Parfait. Pour changer. Moi, c'était en 2008. C'était une vraie claque avec Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, du coup, avec Christian Bale et surtout Heath Ledger. Ça fait partie des films que j'ai vus au cinéma. Et ça a été vraiment une très grosse claque après un Batman Begins qui était honorable. Je pense qu'on peut dire ça. C'était la mise en bouche. Renouveau, et là, je trouve et qui sera moins bien avec Dark Knight Rises. Mais pour moi, ce Dark Knight, ça synthétise, je pense, tout ce que je pouvais rêver sur l'univers de Batman. Je dis pas que c'est mon Batman préféré au cinéma, attention, ne me fais pas dire ça. Non, c'est le dernier, on est mais bien d'accord. Je trouve que la photographie, l'histoire, la performance de Heath Ledger et en plus Christopher Nolan et David Goyer au scénario ont su synthétiser et garder ce qui fait vraiment la quintessence de l'univers de Batman et de DC Comics. Et je trouve que ça, un peu pour moi comme Joker, où en fait on dépasse le simple film de super-héros et on livre un film à hauteur, du personnage, du réalisateur. Je trouve que ce Dark Knight, si je sais qui est mon Batman préféré, mais mon Joker préféré, c'est lui, c'est Heath Ledger, parce que je pense qu'ils ont travaillé pour créer un personnage. Mais il habite complètement. Voilà, complètement. Et alors que c'était loin d'être gagné, je pense. Ça a été très difficile parce que c'est vrai que c'est vrai que la trilogie de Dark Knight de Christopher Nolan, qui est pour moi l'un des plus grands réalisateurs du moment, il faut quand même. Pour moi, il est immense. On l'a beaucoup critiqué parce que le Joker, jusqu'à présent, il était. Alors, attention, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Le Joker, c'était Jack Nicholson. Je suis désolée. Et pour moi, encore à l'heure actuelle, même s'il est très très bien, Jack Nicholson, qui est quand même sur le cartoonesque, on est d'accord, puisqu'on est sur une autre performance. Mais je trouve que justement, c'est là où, ne serait-ce qu'avec Batman, même Robin, même tous ces personnages-là, avec Bane aussi, je trouve que l'équipe créative du film a réussi à enlever ce qui était un petit peu en trop et pour rendre un personnage, mais comme ils ont fait avec Joaquin Phoenix, pour te donner un personnage actuel, et justement débarrasser des fois du côté cartoon qui peut un peu agacer, je pense, et du coup Jack Nicholson, ce Batman-là était ancré dans les années 90-80, et je trouve que là avec The Dark Knight, un peu comme la période comics d'ailleurs, puisqu'il y a eu une période de comics où on avait ça, bien sûr, et après on est arrivé avec quelque chose d'un peu plus sombre avec Frank Miller, tous ces scénaristes et tout qui ont un petit peu noirci le côté mais Alan Moore, Alan Moore aussi, Alan Moore carrément, oui, Alan Moore, apporté, je suis un grand fan. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que
Nolan, lui, a apporté un oui. Joker qui a réussi quand même à bousculer Jack Nicholson, à le mettre un petit peu vraiment. dans Un petit le peu tiroir. Allez, tu tiens, peux- c'est cadeau. Tu peux pas dire ça. T'as décidé de me faire de la peine. Voilà. T'as mais commencé. un petit peu. Alors moi, je vais vous parler d'un film de la fin de cette décennie, puisque nous sommes en 2009. Le Festival de Cannes m'a permis de m'ouvrir sur le cinéma du monde. C'est vrai que je ne voyage pas et c'est vrai que à travers ces 10-12 jours du Festival de Cannes, je découvre des films, je découvre des réalisateurs. Et les premières années sont difficiles parce que ce sont des films, c'est pas grand public. Ça bouscule un petit peu. Et je crois que la plus grande claque que j'ai vue, c'est Le Ruban Blanc. Je découvre un réalisateur. J'avais déjà vu des films de lui que j'avais pas forcément appréciés. Mais en fait, je garde Le Ruban Blanc en mémoire parce que d'abord, il n'y a pas de musique. C'est lourd. Le film, il est en noir et blanc, mais le blanc, il est glaçant. Il m'a vraiment glacé à l'intérieur. Et après, c'est vrai qu'on parle d'un sujet, moi, qui me plaît, puisque on parle sur la Seconde Guerre mondiale, on parle donc sur la Première. Sur la Première Guerre mondiale, donc c'est quelque chose d'assez dur et en fait tout va s'articuler. Et on parlait tout à l'heure des films qui dérangent, qui nous bousculent, et ce film-là, j'étais dans la grande salle des Lumières. Je pense que j'aime pas trop bouger au cinéma, j'aime bien rester concentré sur le film. J'étais obligée de sortir par moment du film, donc de bouger un petit peu, parce que j'ai eu une angoisse pendant toute la durée du film, parce que le film m'a mis plus que mal à l'aise par le sujet, par le traitement, sa manière de filmer. Heineke, c'est un réalisateur que j'ai appris à apprécier, notamment avec un film comme Funny Game, que ce soit la première ou la deuxième version. C'est un cinéaste qui dénonce. Et sa manière de dénoncer, c'est de mettre le spectateur, on va dire, mal à l'aise. Et je pense qu'avec ce film-là, qui est une palme d'or, faut quand même pas l'oublier, je pense qu'il a atteint, on va dire, une certaine quintessence, en tout cas pour moi. Oui, il dénonce et il dérange. Ah ouais. Oui, c'est très dérangeant. Alors pour moi, c'est un de ses plus grands films. C'est vrai que Le Ruban Blanc, là, tu m'étonnes de me sortir ce titre comme ça. Ah non, bon vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que tu puisses me sortir Ah un film oui. de Heineke. Je suis surprenante. Ouais, non, c'est vrai. Tu crois que tu la Pour le connais coup, la petite pichenette. Joli. Non, mais comme on disait, alors c'est un très grand film, certes, mais ce que je vous ai demandé, donc des films qui vous marquent, qui vous bousculent, ce film-là, il m'a bougé dans les tripes. C'est-à-dire que je suis un peu maso, j'aime bien regarder plusieurs fois les films. Ce film-là, j'ai mis énormément de temps, parce que je l'ai re-regardé, à le revoir, parce que... et je me suis mise, alors... je vais faire un petit clin d'œil à Rémi. Je me suis mise dans un cocon, c'est-à-dire que je me suis mise en pleine journée, pas dans une salle noire, j'étais chez moi, il y avait de la lumière de partout, et voilà, pour pouvoir capter mon attention sur autre chose, parce que le film... Ah ouais, à ce point, quoi. Ah ouais. Ouais, il est d'une cruauté. Ah, et c'est le film... Alors, c'est peut-être pas de la hauteur de Funny Game, parce que point de vue cruauté, dans Funny Game, on a quand même un certain strat. C'est une cruauté presque comique dans Funny Game. Voilà, alors que là, c'est la cruauté, mais brutale. D'accord. Ouais, elle est historique. On a vraiment les prémices du nazisme qui arrivera dans la Seconde Guerre mondiale. On a vraiment les prémices. C'est les enfants, en fait, qui plus tard deviendront nazis. D'accord, ok. Donc Et en plus, tu as cette ambiance, tu as ce noir et blanc, notamment le blanc, parce que moi j'ai ce souvenir de ce blanc qui est aveuglant, et il y en a trop. Et tu te dis, mais en fait, c'est le symbole. Enfin, après, tu réfléchis, la pureté, la race, machin. Ouais, c'est ultra dérangeant. Et en plus, c'est Heineke qui... Alors, si tu n'as jamais vu un film de Heineke, on va peut-être pas commencer par celui-là. Non, on va y aller mollo. C'est chirurgical en plus. C'est un petit peu chirurgical, effectivement. Vous êtes toujours dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive, spéciale émission estivale. On revisite la décennie 2000-2009. Et en tout cas, c'est très agréable d'avoir autour de la table. On a tous les univers et c'est ça en fait qui est plutôt sympathique. Nous allons commencer avec le deuxième film de notre ami Samir. Excuse-moi de te déranger. Hein. Non, je t'en prie. Donc, je vais mettre... Alors, je n'ai pas d'ordre dans tout ce que je dis. Non. Si je peux dire mon troisième film après, tu fais ce que tu veux. Personne ne le connaît en fait. Alors, il n'y a que toi. C'est parfait. Donc je dirais un film qui m'a marqué et que je redécouvre en plus puisque je le montre souvent à mes élèves pour pouvoir l'étudier. On l'étudie souvent. C'est Le Voyage de Chihiro de Miyazaki, qui est pour moi vraiment la quintessence du chef-d'œuvre de l'animation
dans toute sa splendeur, d'animation japonaise. Je connais pas ce réalisateur. Tu connais pas Miyazaki? J'en ai vu qu'un et il m'a pas plu. Elle l'a découvert avec moi. Ah, moi non plus, moi Miyazaki, c'est pour dormir. Hein. Bon. Non, mais après, j'en ai pas vu beaucoup. Merci. Je vais venir avec toi de l'autre côté de la vitre. Parce qu'il m'a lancé un regard. Tu peux venir, je t'accueille. Ouais, Non, volontiers. Je pensais qu'il allait me dire oui. J'ai vu L'enfant et le héron. Le garçon et le Ça, c'est héros. le dernier qu'il Si a tu fait, veux. ça. Et je me suis fait chier. Enfin, j'ai pas. Ouais, pareil, moi j'ai commencé par celui-là et j'ai dit ah ouais, non. Bah non, faut commencer Alors, par c'est Voyage vrai de que c'est moi Chihiro. qui l'ai incité à venir avec moi. Je me suis ouais, forcé. ouais. Voilà. Alors, je t'ai pas forcé. Nico, le voyage de Chihiro. Eh ben, en fait, je l'ai pas vu parce que j'avais trop peur de pleurer à la fin. Bon, ben j'y vais. Au revoir. Vas-y. Mais parle-nous-en, donne-nous envie de le voir. Ah oui, justement. Ah non, mais très là, bien. alors là, on est vraiment dans un univers qui est purement du Miyazaki. Vraiment, s'il y en a un qu'on doit voir de Miyazaki, c'est vraiment le voyage de Chihiro, en sachant aussi que alors il a eu un Oscar. Je crois même qu'il a eu. Je sais même pas s'il a été. Non, c'est pas lui qui a la Palme d'Or, mais il y a Non. eu un truc dans. Non, il n'y a pas eu de Palme d'Or film d'animation. Non, il n'y a pas eu de Palme d'Or film d'animation. T'as raison. Mais- En tout cas, c'est le premier. Alors, il a eu la film d'animation nomination. Il a eu une japonais. nomination. Il a eu une nomination. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on parle d'un chef-d'œuvre absolu. Et vous me dites que vous en foutez tous. C'est incroyable. Non, Ah, c'est pas on qu'on n'a s'en pas fout, dit c'est ça. que dans Le Garçon et le Héron, moi j'ai trouvé ça trop abstrait. Ça, moi, Ouais. il me fallait quelque chose de plus, voilà, plus concret, si tu veux, de vraiment une Alors, histoire là. Ne regarde aucun Miyazaki. Parce que c'est pas du tout. c'est D'accord. pas du tout. Du Je concret. vais m'éviter au moins. C'est Surtout, souvent- surtout le tombeau des Lucioles. Il faut pas qu'il Ouais, regarde. voilà. C'est Miyazaki le tombeau des Lucioles? Oui. D'accord, je pensais que c'était un autre. Le tombeau des Lucioles, il est beaucoup plus concret par contre. Le tombeau des Lucioles, là, on est vraiment sur la Nagasaki, Hiroshima, avec deux enfants qui essayent de survivre. Voilà, je sens que je vais pleurer là. Ah, mais Ah oui, c'est- ça, là, tu- c'est super si tu gay en pleures fait pas, ton c'est- truc. Alors, pardon, Et, je me suis genre- trompé, c'est pas Miyazaki. Ouais, Ah, c'est bien non, ce que je pensais. Donc, chez Miyazaki, c'est un peu comme chez Lynch, mais en version Disney. En sachant que Miyazaki ne s'inspire pas de Disney, c'est Disney qui s'inspire de Miyazaki, il faut le savoir ça. Et c'est un univers souvent enfantin qui va faire appel à tout le folklore japonais, toute la culture japonaise, toute la culture avec laquelle il va jouer. On va voir des personnages complètement fous apparaître. Il faut vraiment essayer de rentrer dedans, se laisser aller et plutôt se laisser faire pour pouvoir apprécier vraiment ce qui donne, quoi. Parce que là, alors, j'ai eu du mal au début, je vous avoue. Je vous avoue qu'au tout début, il y a quelques années, j'avais du mal. Et en redécouvrant Chihiro, en l'étudiant un petit peu et tout, là, par contre, on sent le maître, quoi. C'est vraiment un maître absolu du film d'animation. Alors, j'ai l'un de mes chroniqueurs, donc je fais un gros bisou à Martin. Il me tanne pour que je découvre ce réalisateur. Et tu t'en fous. Non, j'essaye de... Alors, ça va te faire rire. Comme je sais que je suis une vraie Disney-phile et Disney-phage, il faut que je me prépare. Et je veux pas, comme j'ai vu Le Garçon et le Héron et que je n'ai pas aimé, je veux pas bousiller mon deuxième visionnage du film. Sauf que j'attends de la part de mon chroniqueur qui me donne, ce qui me fait « Ah oui, mais t'as commencé pas par le bon ». La même chose que toi. Je lui dis « Donne-moi le nom du premier film que je dois voir ». C'est bon, j'ai eu la réponse, je regarderai Le Voyage de Chihiro. Et je te ferai un rapport écrit en 5 exemplaires. C'est comme si tu commençais par Tenet, tu vois, pour regarder les films. Ah de oui, Christopher Nolan. d'accord. Non, c'est- D'accord. Non mais tu vois, tu m'expliques les choses. Mais après j'ai suivi Paul. J'aurais jamais dû l'écouter. Oh, Voilà, de c'est- suite. Ah, c'est Écoute, sa je faute balance. maintenant, comme par En hasard. tout cas, merci pour ce deuxième film qui est inspirant et que j'ai du coup j'ai hâte de le découvrir. Ouais, je Oui, comprends. il y a des chefs-d'œuvre comme ça que je garde de côté pour quand il n'y en aura plus. Nico, je le crois, lui. Oui. Toi, je te crois pas. Toi. Mais il fait bien de le montrer à ses étudiants parce que il a été quand même proposé dans les dispositifs de l'école. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Il est beaucoup proposé en pédagogie. Je le verrai, je te promets. Promis. Promis. Il me croit pas en fait. D'accord. ok. Vous le voyez pas parce que ce qu'il fait c'est pas très radiophonique, mais c'est pas grave. Nous allons passer à Nicolas avec son deuxième film, s'il te Alors, plaît. de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler de... en 2000, il y a eu Le Goût des autres, Oui. de Jaoui. d'Agnès Jaoui. Oui, tout à fait. Avec évidemment Bakri, Chabal en vin et Jaoui. Ouais. Oh, laissez par pas. Hein. Voilà, ben moi, quand il y a Bakri et Jaoui sur l'affiche, évidemment, j'aime. En C'est- règle générale, et Le Goût des autres, ça n'a pas fait exception. On est d'accord. C'est un très bon film français. Je dis du bien d'un film français Ah, quand même. on note. On note. Quand même. Mais Tu as c'est bien changé. Hein.
parce qu'il y a Samir. Sinon, il me tape. Maintenant qu'elle aime le ruban blanc, je m'attends à tout. Et non, mais tu as raison. Moi, je l'ai vu un petit peu sur le tard. C'est mon ami Johan qui tenait le plus merveilleux des vidéoclubs au Mourillon qui m'avait dit regarde ce film-là, regarde ce couple-là. Et j'ai découvert Bakri et Jaoui par ce film-là. Et après, j'ai vu les autres, Un air de famille et autres. Et je suis tombée amoureuse de ce film-là. Et on a un casting de dingue. Tout le monde est bon dans ce film. Il n'y en a pas un en dessous, il n'y en a pas un qui va manger dans la gamelle de l'autre. Et je pense qu'il est très abordable. Bah oui, bien sûr, oui. Oui, mais tous les films ne sont pas abordables. Depuis, on a commencé un premier tour de table, les films, ils n'étaient pas trop abordables en tout cas. Tu vas pas aimer le mien alors. Oh, bah super. En tout cas, merci beaucoup Nico. Très bon film, le goût des... Vous l'avez vu Tu l'as vu Ouais, Samy ? carrément. J'ai adoré. En plus, c'était la période vraiment où Agnès Jaoui et Bakri étaient vraiment au summum de leur art. Ouais, ils sortaient des films quasiment tous les ans. Ouais. Et à chaque fois, ils raflaient tout, des Césars. Il a eu le César du meilleur film. Ouais, voilà. Mais celui-là, c'est pas étonnant. C'est vraiment un grand film français, quoi. Ça fait partie du panthéon. Très bon choix. Très bon choix. Bien, merci Nico. Merci. Paul, Alors, tu vas me faire mal, je le sens. Ouais, je sens. Je reste dans l'année 2006 en fait, et avec un merveilleux conte en fait horrifique entre guillemets. J'adore. C'était mon prochain film. Mais vas-y, je te laisse. C'est réalisé par Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Ah oui, très bien. Ah oui, avec un Sergi Lopez dans un rôle qui lui va à ravir. Magnifique. Tortionnaire. Et puis, on avait quand même Mirabel Verdú, actrice espagnole qu'on a aussi découvert un peu plus tard dans Bianca Nieves, l'adaptation espagnole de Blanche-Neige. Et Le Labyrinthe de Pan, il est tout en poésie avec un Doug Jones qui joue le Pan, en fait. Et ce conte, en fait, merveilleux, avec cette musique. C'est toute une atmosphère dans le film avec cette photographie voulue. Franchement, ça a été un gros coup de cœur, une grosse claque lors de la sortie en salle, quoi. Alors, j'ai eu cette chance. Tu vois, tu parles de Cannes. C'était mon prochain film. C'est très bien, c'est parfait. En temps normal, ce genre de film, évidemment, je ne vais pas les voir. Un film fantastique, espagnol, au secours, c'est pas... Ils font des très bons films fantastiques, les Oui, Espagnols. mais c'est pas mon truc. Oui. C'est pas mon truc, les films fantastiques. Très bons. C'est pas donc. Sauf que moi, je vais à Cannes et quand je vais à Cannes, j'open mes chakras et je vais voir tout ce qu'on me propose parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma fenêtre sur le monde et donc ça me fait découvrir d'autres Mais c'est cultures. surtout parce que tu payes pas tes places de ciné. Hein. Déjà aussi, mais je les paye pas non plus. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et je m'installe et je vois ce film-là et je prends une claque magistrale. Ce conte. Je découvre ce réalisateur que j'ai pu rencontrer quelques années plus tard et on a pu discuter. Et c'est un amour. Ça va, te la pète pas. Merci quand même. Et ce film-là, d'abord visuellement, je trouve qu'il est. C'est un conte, mais c'est un conte pas forcément pour les enfants. Tu nous excuseras. Mais en tout cas, il m'a choqué, il m'a interpellé, ça m'a permis d'aller, alors pas trop parce que c'est un peu horrifique quand même un peu, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a perturbé et que j'ai adoré et j'ai aimé cette ambiance-là, cette ambiance poisseuse, âpre, dérangeante. Et puis on découvrait cette jeune actrice, Ivana Baquero qui joue la gamine. Ouais. Franchement, c'est remarquable l'interprétation qu'elle a fait. Et même, entre guillemets, cette complicité avec Doug Jones qui joue le rôle du Pan. Ouais. Cette innocence, en fait, voulue qu'elle a donnée au personnage, franchement... c'est plein de poésie, c'est pas joyeux, encore une fois, mais voilà. Mais je pense très sincèrement que si au Festival de Cannes, on a des films comme Grave, si on a des films, on va dire, comme The Substance, c'est parce qu'on a eu ce film-là qui était présenté à Cannes, Le Labyrinthe de Pan. Parce qu'il a poussé comme dans son temps, Pulp Fiction, il a poussé un petit peu les limites. Je pense que ce film-là, Le Labyrinthe de Pan, a montré autre chose aux festivaliers, parce que dans la salle, toutes les vieilles de 70 ans étaient horrifiées, il faut quand même le dire. Elles sont sorties, ça a créé un mini-scandale, comme il est de coutume, et ça a permis de faire reculer les barrières pour apporter, presque 10 ans après, voire un peu plus, d'autres films, et c'est ça qui est fort. En tout cas, voilà. Très, excellent choix, très cher Paul. Très bon.
En plus, ce qu'il y a d'intéressant dans ce genre de film, c'est que ils sont abordés pour parler de thèmes historiques aussi. Tout à fait. Et moi, je trouve que lorsqu'on utilise le fantasmagorique, l'horreur et autres pour pouvoir parler de sujets très sérieux, je trouve que c'est des fois, parfois, bien plus efficace Bien sûr. dans notre ressenti Tout à fait. qu'un film historique classique qui va chronologiquement. Alors, il en faut, bien entendu, mais moi, j'adore quand on aborde sous un autre angle l'histoire, et ce film en fait partie. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Cette émission part en cacahuète, je suis d'accord avec Samir. Je tiens à le C'est dire. pas bon. Hein. C'est pas bon Ça du devient tout, n'importe du tout. quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Mais Malgré en tout cas, moi, je vous ai mis d'accord. c'était pas gagné. Peut-être Et lui, hein. c'est un film que j'avais choisi, je tiens à le Ah, préciser. joli. Joli. Qu'est-ce qui se passe? Rémi, Pour moi, c'est Un film pour enfants Ben oui. Oh non, pas celui-là. Pas celui-là. Non. En 2004, un film de Clint Eastwood que j'étais allé voir au cinéma et qui m'a bouleversé. Vas-y. $1 Million Baby. Magnifique. Clint Eastwood, je trouve qu'on était, moi de ce que j'ai vu, de ce que je connais de Clint Eastwood, on était habitué un petit peu aux flics de mauvaise humeur, aux cow-boys solitaires. Et là, c'était un film que j'étais allé voir avec mon père au cinéma. Et j'ai été complètement soufflé par cette histoire, par cette actrice aussi, par la photographie. Je ne sais pas si vous vous souvenez certaines scènes où elle est en train de boxer sur le sac, et lui, il a juste les bras croisés, et il a juste le visage dans le noir. Mais pour moi, c'est des images qui restent. Et quand ça bascule dans la deuxième partie du film, qui là prend plus aux tripes, moi j'ai écrasé autre qu'une petite larme à la fin. C'est obligatoire. Et je trouve que c'est un film qui vous prend aux tripes parce que c'est une ascension et une descente malgré elle. Elle arrive à retourner Clint Eastwood. Et avec, c'est proprement fabuleux. c'est un immense réalisateur. Dans le même Ah oui. temps, on a aussi Gran Torino. Mais je suis d'accord avec toi, Hilary Swank dans $1 Million Il a Baby. raison qu'elle est Elle est d'un formidable. naturel incroyable. Et elle nous embarque avec elle. Elle est vraiment pulvérisante de sincérité. Et elle nous touche. Et vraiment, c'est un superbe film. Vraiment, je trouve rien à redire à ce film. Samir, Ça, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans la mythologie du cinéma de Clint Eastwood. C'est vraiment pour moi, il y a une sainte trinité chez Eastwood. C'est $1 Million Baby, impitoyable, et je mettrais Mystic River, qui est vraiment aussi mythologique. C'est l'un des derniers grands réalisateurs dont on appelle je parle des grands réalisateurs tels John Wayne John Wayne c'est pas un réalisateur mais c'est un Howard acteur Hawks, chouchou, mais oui, c'est pas grave. c'est vrai. Légende Légende vivante qui reste du cinéma américain, quoi, du mythe du cinéma Et en américain. plus, il a réussi à traverser Ouais. les décennies, à des fois à se forger un rôle, et là, un peu comme dans $1 Million Baby, à jouer un petit peu avec ça, parce qu'on sent bien que derrière cette carapace un peu de vieux réac, il y a quand même quelque chose. c'est souvent ça, Il y a en quelque plus. chose, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est un film superbe et un excellent souvenir de cinéma que j'ai. mais je valide à 200% parce que le film est prodigieux. Nico, Oui, je l'ai vu. Il m'a beaucoup plu aussi. Il m'avait très touché, je me souviens. Paul aussi, je suppose. C'est un merveilleux film, récompensé justement par l'Oscar du meilleur film. En plus, ouais. Donc, Parfait. Alors, Normal. à toute règle, il y a une exception. Donc, je vais pas vous parler d'un film, je vais vous en parler de 3. mais non, c'est pas du jeu là. Mais en fait, ces 3 films, c'est qu'une seule et même chose, puisque je vais parler de cette merveilleuse trilogie de la vengeance de Monsieur Park Chan-wook, avec All Boy, Mystery Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Et alors, mon préféré, ça sera Lady Vengeance, bien évidemment. Même si j'aime... je l'ai enfin réuni, cette trilogie, dans ma DVD Tech, et j'en suis extrêmement heureuse. On est vraiment sur 3 vengeances différentes, réalisées par un grand maître. Je suis désolée, Park Chan-wook, si tu ne connais pas Rémi, il faut que tu te précipites, mais que tu t'accroches par contre. Je connais All Boy parce que je crois que c'est tiré d'un manga, il me semble. Oui, t'as raison. Voilà. On va dire cette scène, Plan séquence. ce plan séquence, il aurait des roses dans les mains, ça serait pareil. Non ? Ouais, non, c'est très très bon. Après, c'est le cinéma coréen, c'est coréen, Park Chan-wook. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de virtuose. Ils ont débarqué dans les années 2000. Ils nous ont dit, oh, les gars, on existe. Ils ont fracassé tout le monde. Il a reçu d'ailleurs un prix de Tarantino. C'était Tarantino le président du jury. Et c'est pas étonnant. Et Sympathy for Mr. Vengeance
aussi est très très fort. Et je trouve que grâce à ce genre de film, on a pu avoir d'autres films comme Élection 1 et 2, où on a vraiment encore des films de mafieux, mais avec la sensibilité des films asiatiques. Alors c'est vrai que chez les Américains ou chez nous, c'est assez... on est dans des cases. Là-bas, il y a plusieurs cases. Et la violence que j'ai vue dans ces films-là, notamment Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance ou Lady Vengeance, où c'est une femme, à l'image un petit peu de Black Mamba dans Kill Bill, c'est les femmes un peu qui mènent leur truc et qui se vengent, mais c'est le genre de film, moi, qui me font rire, qui me font du bien, qui me mettent la patate et qui me détendent. Ouais, complètement d'accord. Ah, bah, ça va pas du tout, cette émission, J'ai du mal à Samir. le sortir, mais... Je peux citer aussi Stalker aussi. Oui, alors je l'ai pas vu celui-là. Il est magnifique. Alors, la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, ça vous parle ou pas? Ah oui, moi, j'ai bien vu sûr. Old Boy, mais je savais pas qu'il y avait une trilogie Ouais, il y a une derrière. trilogie, ouais. Cette J'ai vu et j'ai adoré Old Boy. Non, très très bon. Moi, c'est Old Boy que j'ai préféré de tous. Ah, Lady Vengeance. C'était une surprise. C'est le premier. Sans doute, C'est le premier. Après, ce plan séquence, comme on disait, il est d'une beauté. Je parle de la baston dans le... Oui, où il a un marteau. Il se bat avec un marteau. Ah, mais j'ai c'est ça compris que ça. j'adore chez eux, moi. J'ai trouvé ça. Ça aurait été une rose, c'était pareil. Oui, hein. oui. Elle les fleurs et tout, et ils se font éclater la tronche. C'est ça que j'aime, c'est le 1 contre 1000. Enfin, il y Mais a ils quelque chose s'en qui est plaisant. Il n'y a pas de limite, voilà. Non. Nous, on est enfermés dans une sorte de carcan où dès qu'on présente quelque chose d'un peu... je parle en plus parce que là, c'est un peu Mais tu la sors merde des dans laquelle je sentiers suis. Voilà. boiteux. Voilà. C'est la misère ici, alors que là-bas, tu as l'impression qu'ils sont open bar, quoi. Tout à Open fait. bar. Si vous Et ça avez, fonctionne. alors si tu n'as pas vu les deux autres, Nico, il faut absolument les voir. Et après, vous avez ces deux films qui s'appellent Élection, qui étaient découverts en séance de minuit, notamment le 1 à Cannes. Élection 1. Je suis sortie de là, j'étais terrorisée. Mais vraiment. On est vraiment sur des triades. Et c'est un autre cinéma qui s'affranchit, on va dire, de tous les codes que nous, on se met en France, enfin en Europe et aux États-Unis. C'est vraiment... voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil au cinéma asiatique que j'ai découvert avec ces films-là. Et c'est quand j'ai envie d'en découdre, je me mets une Lady Vengeance, un Sympathy for Mr. Vengeance ou un Old Boy et je me sens bien. Et ça m'évite de taper sur les gens. C'est bien Donc, ça. Ça soulage. ça soulage. Vous êtes toujours sur Radioactive dans Cinéma Mon Amour, émission estivale spéciale décennie 2000-2009. Alors pour Samir, c'était Kill Bill. Bien, en public. Normal. Mais il a su, parce qu'il et quand il a entendu, il a dit mais c'est Tarantino. Merci, Nico. Ouais. Merci. Alors. Merci. Tu Voilà. me déçois, Nico. Je pensais que tu étais de mon côté quand même. Ouais, mais là, il y a l'injustice, là, on est d'accord. Oui, Je suis déçu parce qu'en fait, Nat, elle avait promis la chorégraphie, elle n'a pas fait. La chorégraphie, Ouais. oh mon pauvre. Tu me verras ni chanter ni danser. Hein. Ou alors ça va faire venir la grêle. Nous allons essayer de faire le troisième film de cette décennie. C'est difficile parce qu'on a beaucoup de films. Mais vous inquiétez pas, vous retrouverez tout sur les réseaux sociaux. Même j'essaierai de faire moins de publications, mais de faire de la qualité. Voilà, private joke. Voilà. Samir, Allez, mon dernier film, mais là, on va arrêter les conneries. Là, Oula. je vais vraiment citer The Film de cette époque, peut-être même dans mon top 5, je dirais un film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis, qui est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre absolu en tout point de vue. Voilà. je suis d'accord aussi, ça me désespère. Ah, c'est pas vrai. Si, c'est chef-d'œuvre. Ah, Et là, puis la là- performance de Non, l'acteur. oui, là, on est vraiment au-dessus de C'est tout. le Graal. Vraiment, vraiment. C'est un film que je revois souvent avec des plans. La réal, j'en parle même pas parce que là, on est. D'ailleurs, même la musique, c'est je crois que c'est le chanteur de Radiohead ou je sais plus. Il fait souvent les films de Paul Thomas Anderson. Il y a tout dans ce film. On trouvera, c'est les pionniers et Paul Dano qui joue un pasteur Ouais. qui est absolument merveilleux dedans. Je conseille ce film à tout prix si on veut prendre une claque cinématographique de l'histoire des pionniers américains. C'est Je pense qu'on incroyable. peut même l'assimiler à un film saga. Oui, c'est vrai. Alors, attention, hein, les puristes, mais en tout cas pour moi, c'est quasiment au même niveau qu'il était une fois l'Amérique. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Parce que, exactement. On nous montre encore une fois une période de l'histoire américaine, Ouais. mais pas du côté propre. On Ah va oui, aller là, on est chercher dans la le côté. cupidité, sur ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs. Si on regarde bien, on voit le monde dans l'état dans lequel il est. On a les prémices de tout ça dans There Will Be Blood.
D'ailleurs, le titre parle par lui-même. Ça me désespère qu'on soit d'accord. Et avec une fin totalement, je sais pas de mots, Dingue. improbable. Ah ouais, dingue. Ouais. Dingue. Mais je pense qu'il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Et de le Ah faire bah, bien, oui, le faire bien, correctement. oui. C'est, ça me fait mal de le dire, hein, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un chef-d'œuvre, vraiment chef-d'œuvre. Ah, Ouais, très, bah, très écoute, bien. Ah ouais. Bien, c'est Ça bien. fait mal. Nico. Oui, petite parenthèse, moi j'avais Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, mais je vais pas parler de ce film. D'accord. Je voudrais parler de, attention, Travail d'arabe. Est-ce que vous connaissez Très ce film bon, très très bon. de Christian Philibert? Eh oui, Ça eh me oui. parle. Oui. Christian. Non, Ouais. moi, je ne connais pas du tout. Alors, Christian Philibert, c'est le monsieur qui a fait Les 4 saisons d'Espigoule. Ah oui. Voilà, donc film, Voilà. film Africa mythique. Yoli aussi. Africa Yoli, après, ensuite. Donc, entre Africa Yoli et 4 saisons d'Espigoule, en tout cas en long métrage, il y a eu Travail d'arabe. Avec Mohamed Métina, que l'on retrouve plus tard après dans Dans tes films Oui, dans un de mes films, exact. Ah oui, c'est autopromo en fait. D'accord. Non, pas Vous avez vraiment. compris Non, Mohamed Métina, qui m'a fait l'honneur de jouer dans un de mes films. Et qui. Donc voilà, Travail d'arabe, c'est l'histoire d'un Provençal maghrébin, voilà, qui se fait embaucher dans une entreprise de rénovation qui a installé des chaudières. Et en fait, c'est une entreprise frauduleuse, quoi, c'est-à-dire qui travaille mal, qui arnaque leurs clients, etc., etc. Et Momo, donc parce que le personnage s'appelle Momo dans le film, interprété par Mohamed Métina, lui, il essaie il trouve pas ça très bien, quoi, parce qu'ils arnaquent les petites mamies, etc. Et il essaie de se battre un petit peu contre ce moulin à vent qui est ces entreprises mafieuses, en fait. Ah, c'est cool. C'est cool, Très c'est bon drôle, film. c'est avec des acteurs professionnels, dont Cyril Lecomte, je sais pas si vous connaissez, mais qui est très très bien. Ah oui, le Marseillais. Ouais. Je connais bien. Ouais. Cyril Lecomte. Et puis il y a des acteurs amateurs et qui sont tout autant excellents. Ouais. Et voilà, c'est un film vraiment à découvrir. Eh ben écoute, je ne connaissais pas, je connais les 4 saisons d'Espigoule, mais ce film-là, je ne connaissais Et pas. d'ailleurs, pour la petite histoire, Christian Philibert m'avait confié qu'il avait à cette époque des problèmes avec des entreprises, etc. Et qu'il le vivait très mal. Et du jour où il a décidé de faire un film là-dessus, Il a plus de tout problème. allait beaucoup mieux. Non, mais en soi, et quelque part, c'est une belle leçon, parce que ça, justement, quand on fait des films, quand on crée en règle générale, on peut justement exorciser un peu justement nos problèmes. Mais écoute, très bien, un film à voir. Oui. Donc, tu sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, ce film-là? Travail d'arabe, comme ça, non. Mais, Sur le site Enfin, des si, on films peut, d'Espigoule, mais on va je pas le crois. dire. Et non je sais crois pas peut-être qu'il en y soit, médiathèque non, je ou. crois. D'accord. C'était la question piège. Mais en tout cas, c'est pas grave. Travail d'arabe. Merci beaucoup, Nico. Avec plaisir. Très bien. Paul, tu me fais peur. Ah, pourquoi? Pour le 3e film, tu me fais peur. Alors c'est vrai que j'aurais pu te parler du concert, mais non, je vais rester sur une légèreté en fait. Donc science-fiction avec de l'humour british, puisque le sous-titrage du film sur l'affiche, c'est quand même le film à côté duquel Armageddon fait documentaire. Donc je parle de H2G2, le guide du voyageur galactique, sorti en 2005, et c'est Hammer et Tong qui ont réalisé ce film. C'est une adaptation d'un bouquin. Avec entre autres Martin Freeman qui joue dedans, Sam Rockwell qui est toujours dans des rôles un petit peu délirants comme ça, et surtout le regretté Alan Rickman qui joue le rôle du robot dépressif. C'est à mourir de rire en fait. La Terre est liquidée par erreur parce qu'il faut qu'il y ait une autoroute intergalactique qui passe par là. Il y a des enchaînements de quiproquos, mais voilà, c'est de l'humour british et c'est hilarant à souhait. Voilà, donc je voulais finir sur cette note-là. Ah, ça donne envie de voir, en tout cas. C'est très bon ça. Ouais. Ça j'aime J'ai bien. pas vu. J'aime beaucoup. Mais c'est tiré de roman, non? C'est tiré d'un roman, ouais, tout à fait. C'est une Ouais. partie très très bon. T'as des idées de me faire mal, je le savais. Donc, Mais oui, totalement. non, j'ai pas vu. C'est pas trop. Moi, tu sais que les comédies, j'ai un peu de mal, moi, avec ce genre de choses. Je l'ai en Blu-ray si tu veux. On le regardera ensemble. Oui. Tu vas aimer. Oui, j'en ai très, très, très envie. C'est sûr. C'est le titre qui te fait pas C'est accrocher? Non, l'affiche. Je l'ai vu, l'affiche, et j'ai fait le choix de pas y aller. On se pose la question de. Non, pourquoi. c'est très, c'est plein d'humour en fait, et voilà, c'est vraiment à C'est découvrir. très bien foutu. Ouais.
Alors, si en plus Samir a aimé, Merci. tu as D'accord. le laurier, C'est vrai, bien il a raison, évidemment. il a raison. Il n'y a pas de souci. Rémi, s'il te plaît, sauve-moi. Écoute, je sais pas si je vais te sauver. Moi, du coup, tiens, pour une petite référence à Dr. Dre, en 2001, c'est un film qui fait peur. C'est bizarre de moi, je cite ça. Un film qui fait peur. Je préfère ne pas le regarder à 14h, enfin le soir. C'est Les Autres. Oui. De Pedro Alejandro Amenábar. Et avec Nicole Kidman, entre autres, mais qu'elle porte surtout ce film. Et à l'instar de Sixième Sens, de Signe, des films comme ça, je suis pas adepte des films d'horreur, loin de là, vraiment. Alors pour moi, c'est pas un film d'horreur. Non, mais Épouvante, justement, peut-être. en fait, Épouvante, c'est un film fantastique, d'épouvante, fantastique, de suspense. J'aurais dit d'anticipation, moi, tu vois. Ah, Non. Un j'aurais petit peu. pas dit D'anticipation. ça. Ouais. Non. Bon, anticipation, c'est Un peu fort. Ça fait un peu SF, non? Ouais. Ouais. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est le climat, en fait, le climat qu'instaure ce film. Nicole Kidman qui est totalement habitée dans ce film, les cadrages, la réalisation, la photographie. Et en fait, ce que j'aime, comme dans Sixième Sens, en fait, c'est que le réalisateur arrive à nous faire peur avec pas grand-chose. Avec Nos propres angoisses. Voilà, nos propres angoisses, une sorte de fantôme en fait. Et je trouve que c'est un super film, un super moment de souvenir de cinéma. Et je garde vraiment un excellent souvenir de ce film, justement parce que, n'étant pas adepte des films d'horreur, j'aime être un petit peu avoir peur, mais gentiment. Et je trouve que dans ce film, ça synthétise tout ça. Et c'est un très bon film. Samir, ça doit te plaire, ça. Ouais, non, j'ai adoré ce film. J'ai adoré à l'époque et il a raison, Ouais, puisque ouais. on est dans le fantastique, l'épouvante et autres, mais en même temps, c'est éthéré. c'est doux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ça passe bien, la lumière, puis ce qu'on apprend aussi. Contexte voilà, donc historique ça, c'est- aussi. Ouais, qui contexte joue, hein. historique, Aussi, exactement. ouais, c'est vrai. Très dans le cinéma espagnol, c'est souvent ça. Quand ils font de l'horreur, c'est jamais gratuit, quoi. C'est On vrai, est pas- exactement. C'est ouais. vrai. Non, très bon. Ouais, c'est un film que j'ai adoré. La performance de Nicole Kidman Ah bah m'avait oui. bluffé à Oui, l'époque. Et ça reste l'un, parce qu'elle en a fait quand même plusieurs, l'un de ses meilleurs rôles à mon goût. Avec Dogville. Ça faisait partie des films justement Ça me désespère. qu'elle a fait pour chasser l'image Ouais. de Madame Madame Tom Cruise. hein. Et je pense qu'après, elle en a fait quand même plusieurs. Elle a fait Ah oui. aussi The Hour, Tout à fait. où elle est quand même aussi éblouissante. Elle a fait aussi Moulin Rouge, Oui. où elle est extrêmement belle, mais en tout cas, elle a fait une certaine diversité. Et maintenant, on la connaît en tant que productrice, parce qu'elle joue énormément dans les séries, et elle produit des séries, et elle joue dans des séries très hétéroclites, et on voit, bon, elles sont pas toutes de très grande qualité, mais en tout cas, la majeure partie sont quand même d'une grande qualité, de mon point de vue. Je ne pouvais pas ne pas parler d'un film. On a parlé du cinéma d'animation japonaise. Je suis obligée de parler d'un film d'animation Pixar, Je bien vois évidemment. lequel. Je vais vous parler de Wall-E. Parce que Wall-E, je trouve que avec Disney, donc on est d'accord que c'est Disney, il n'y a pas de souci, mais on est arrivé avec ce studio Pixar à faire des films pour les adultes et pour les enfants, avec des strates différentes. Et je trouve que là où ce film est absolument prodigieux, c'est que pendant 20 minutes, il n'y a pas de parole. On est vraiment sur quelque chose de linéaire, qui parle aux deux, ultra référencé en tant que nous adultes. Et je pense que les enfants sont un peu perdus, puisqu'ils sont avec des petits robots. Et ce film, avec cette magnifique musique de clôture de Pete Gab, qui est somptueuse. En tout cas, voilà, c'était Wall-E, mais aussi pour faire un clin d'œil à ces films Pixar, qui sont d'une beauté, parce qu'on avait eu Là-haut qui avait fait la clôture du Festival de Cannes. Et on est vraiment sur une qualité de film, je parle Pixar encore une fois, assez éblouissante. Tu es d'accord avec moi, toi ? Je suis d'accord. Un peu plus difficile Mais à pas- sortir celui-là. Ouais, mais- un peu Ouais, plus il est difficile. Hein. Alors, alors attention, hein, c'est ce que fait Pixar ou même Disney. Hein, je trouve ça vraiment, voilà, c'est très bien foutu et tout. Mais je trouve que c'est toujours basé sur le même schéma d'histoire. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le même procédé, les mêmes. C'est agréable à regarder. Hein, je dis pas que c'est pas agréable à regarder. Ça marche tout le temps. Oui. Mais je trouve que ça tourne en rond, quoi. Sauf que, alors, je trouve que vraiment avec ce film Wall-E, ça parle de l'écologie. Alors j'ai aimé Wall-E. Hein. J'ai aimé, mais Ça te voilà. fait mal hein, de le Si dire. je regarde Ratatouille, si je regarde, je trouve que c'est la même chose, quoi. Voilà. Mais ce film-là, il est différent parce que je pense qu'il y a un message écologique, politique. Et à travers ce film d'animation, ils font passer plein de messages aux enfants.
Et je trouve que ça fonctionne, puisque à l'époque, j'avais des piou-piou autour de moi. Et tous les enfants autour de moi, ils disaient « Ah bah non, attention, Wally, il fait attention à la plante verte. » Et en fait, il y a vraiment un message écologique. Et les enfants l'ont perçu. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qui me touche avec ce film-là. C'est un film... Rémi. Ben écoute, j'ai envie de te dire que je suis passé à côté de ce film. Nathalie, je me confesse, ça y est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas un des films qui m'a touché. Alors je pense qu'en fait c'est tout simplement au niveau de la date de l'année de sortie. Je pense que je devais être un peu ailleurs. Je pense que le cinéma n'était pas ma priorité. Mais comme j'ai Disney+ à la maison, je vais pouvoir me rattraper. C'est très très bien. Du coup, mais moi voilà. Donc, Paul? Il est magnifique le film, effectivement. Mis à part le Wall-E. C'est vrai que c'est très silencieux. Je le fais bien. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'en fait, j'avais la publicité dans le hall. En fait, dès que tu passais devant, ça faisait ça. C'était énervant à la fin de la journée, mais voilà. Donc, oui, effectivement, beaucoup de messages. L'ancien, le vieux, je trouve qu'il y a pas mal de messages dans celui-là et je trouve qu'il est plutôt bien. Il nous reste un petit peu de temps. On fait un très rapide tour de table. Samir, un 4e film. Un 4e film, là, comme ça, vite rapide, fait. Ouais. Justement, on parlait de Nicole Kidman. Je vais dire... Rapide. Dogville. Dogville de Lars von Trier. Je valide. Voilà. Il n'y a pas de... Sublime. Je suis d'accord avec toi, ça me fait mal, mais je suis entièrement d'accord. C'est quoi cette journée? Qu'est-ce qui se passe? C'est le monde à l'envers. Nico? Moi, je dirais La Cité de Dieu de Fernando Meirelles. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais voilà. Culte. Pas vu. Cultissime. Et Katia Lund. Ouais, très très beau film, à voir. Parfait. Paul? Moi, je vais rester sur mon côté geek. Star Wars épisode 3. On est bien de d'accord. George Lucas. Personne ne dira du mal de Star Wars autour de cette table. Ah non, comptez pas sur moi. Enfin, si. Moi, j'ai jamais vu un film en entier. Je me suis toujours endormi devant les Star Wars. Ouais, vraiment par respect pour Rémi, je dirais rien. Mais... Ah non, tu peux. Non, tu ne diras rien. Rémi, moi, je vais terminer par Goodbye Lénine en 2003. Ce qui m'a fait aimer Yann Tiersen. Et cette histoire aussi avec l'histoire de la mer. Daniel Brühl, qui lance un peu sa carrière internationale avec ce film. Mais génial et extrêmement poignant et un très très beau film. Très bien, et je terminerai avec Walk the Line, film sur... T'es encore d'accord? Ça va Johnny pas Cash, je suis fan de Johnny Cash, moi. Moi, je suis fan de... Joaquin Phoenix. Alors, prouesse, quand même, c'est l'acteur qui chante avec l'actrice Reese Witherspoon. Et on a un très, très beau film musical. Merci beaucoup, les garçons, d'être venus. L'exercice était compliqué parce que, du coup, beaucoup de films, pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, vous avez joué le jeu. Vous revenez quand vous voulez pour parler de vos films, notamment Samir et Nico. Je sais que c'est en préparation. Donc, je vous attends pour cette rentrée. En tout cas, avoir des infos ou simplement venir dire coucou. Et que pour une fois avec Samir, nous ne serons pas d'accord, du moins je l'espère. J'espère, ouais. Paul, nous allons reprendre d'ici 15 jours, 3 semaines, on va dire, les soirées au Cinétoile. On est en train de vous préparer ça. Il y aura toujours le petit blind test avant, des petites questions ultra faciles et très abordables pour tout le monde. Et un petit quiz aussi. Et le petit quiz, bien évidemment. Rémi, rendez-vous les 1er et 4e. 1er et 4e samedi du mois à 11h sur Radioactive. Pour parler de comics. Bande dessinée, comics, manga, qui se lisent à l'envers. Exactement. Quant à nous, rendez-vous jeudi prochain pour notre dernière émission estivale. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous liker sur Insta parce que je veux faire des lives, mais je peux pas les faire tant que j'ai pas 1000 followers. Mais j'y arriverai un jour. Je te like toujours. Je sais, tu me likes toujours, vous êtes des chouchous. Et on va terminer avec l'un de mes films phares que j'avais eu la chance de voir en avant-première au Pâté Lavalette. Ce qui était Pâté Grand Ciel à l'époque, c'était Moulin Rouge et j'ai découvert un super réalisateur qui est Baz Luhrmann. Rendez-vous bientôt. Eh oui, je termine avec ça pour pas l'entendre râler. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.